Salut à tous et à toutes, l'actualité s'accélère, le monde retient son souffle. Vous êtes sur Swag Radio et voici le grand journal. Au cœur de l'information globale, nous décryptons pour vous les événements qui redéfinissent notre époque. Je suis Arlit Dorelas, depuis le studio de Swag, à la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Le chef de la diplomatie iranienne poursuit sa tournée diplomatique pour tenter de relancer le processus de négociation avec Washington. Après le Pakistan et Oman, il est arrivé à Saint-Pétersbourg, en Russie, où il a été reçu par le président russe Vladimir Poutine. Le récit est de Lise Villeneuve de Radio-Canada dans ce grand journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé en Russie pour tenter de faire le plein d'appui au moment où les négociations de paix avec Washington semblent au point mort. Ce sont les demandes excessives des États-Unis qui ont fait échouer le processus au Pakistan, a-t-il dénoncé. Le président russe, de son côté, réaffirmé sa volonté de continuer sa relation stratégique avec l'Iran et vouloir faire tout en son pouvoir pour ramener la paix au Moyen-Orient. Il en va de vos intérêts et de nos intérêts, a-t-il déclaré, soulignant au passage le combat héroïque mené par les Iraniens. Merci de demeurer à nos côtés en ces temps difficiles, dit le ministre des Affaires étrangères. C'est la preuve que l'Iran a bien des amis. Afin de relancer le processus de négociation, Téhéran aurait soumis à Washington une nouvelle proposition comprenant la réouverture du détroit d'Ormuz et la fin de la guerre. Les pourparlers sur le nucléaire iranien auraient lieu dans un deuxième temps. De son côté, le président américain tient aujourd'hui une réunion de crise à Washington sur l'impasse des négociations avec l'Iran et les options possibles pour les prochaines étapes de la guerre. Rien pour rassurer les Iraniens. J'espère qu'un accord pourra être trouvé, dit cette femme, mais je ne sais pas si on peut se fier sur les États-Unis pour y arriver. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Les États-Unis humiliés par l'Iran, une lecture nuancée des tensions internationales dans un contexte international marqué par une montée des tensions entre Washington et Téhéran. Les propos attribués au chancelier allemand Friedrich Merz affirmant que les États-Unis auraient été humiliés par l'Iran suscitent de vifs débats en Europe. Et au-delà, toutefois, des voix comme celle du politologue Joseph Maïlia appellent à relativiser cette lecture jugée excessive. Joseph Maïlia, professeur de géopolitique et de relations internationales, qui a été sur BFM TV. Écoutons les détails dans ce grand journal. 60e jour de guerre, on entendait le chancelier allemand Friedrich Merz dans le journal dire que pour lui Washington a été humilié par Téhéran. Les dernières propositions de paix ont été rejetées par Donald Trump. Les Iraniens, eux, considèrent désormais qu'Ormuz et leurs propriétés se sont rapprochés, c'est ce que nous racontait Annalisa Capelli tout à l'heure, largement de la Russie avec cette visite d'hier. Notre invité ce matin, c'est Joseph Maïla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique et relations internationales chez SEC Business School. Vous êtes ancien directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Quand vous entendez ce matin Friedrich Merz dire Washington et l'ensemble de la population américaine est humiliée par la guerre en Iran, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je ne dirais pas que l'ensemble de la population américaine est humiliée, mais effectivement les Iraniens, et c'est un peu habituel dans les négociations, ont joué un tour tactique, on dirait comme ça, aux Américains qui sont partis pour rien en quelque sorte, qui ont attendu que les Iraniens se rendent à Islamabad. Ils sont venus juste après, mais les Iraniens étaient déjà partis. Et donc oui, ça fait effectivement... Mais ça fait partie des négociations. Je n'en ferai pas tout un plat, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que tout ça est un jeu. Là, on est dans un jeu où les Iraniens montrent un peu leur force en disant Hormuz, c'est chez nous, on en fait ce qu'on veut. Ils proposent d'un autre côté, dans leur proposition de paix, de négocier sur ce plan. Ça fait partie vraiment du jeu. Alors ça fait partie d'un jeu de négociation. C'est pas un jeu pour le jeu. C'est simplement des approches tactiques. Et les deux tiennent de mauvaises cartes. Quand l'Iran dit Hormuz m'appartient, l'Iran se met en faux par rapport au droit international, et même pas par rapport au droit international contemporain qui est celui de Montego Bay, la Convention sur la mer de 1982, mais par rapport au droit coutumier, l'accès à la haute mer est libre. Vous imaginez un pays enclavé dans un golfe et qui ne peut pas avoir accès à la haute mer. Donc l'accès à la haute mer est parfaitement permis. Et donc aucun pays, et quand je dis aucun pays, j'entends
y compris la Chine et la Russie, nous n'accepterons cet état de fait qui veut que, au fond, l'Iran tienne les clés et les verrous de ce golfe. De la même manière, si on veut se projeter autrement sur le plan des États-Unis, dans la proposition américaine, il y a une autre carte tactique et qui consiste à dire vous n'allez plus enrichir l'uranium. C'est interdit. Le traité de non-prolifération de 68, de juillet 68, permet l'enrichissement pour des fins civiles. Donc voilà deux cartes que les deux protagonistes vont être obligés à un moment donné d'abandonner. Mais ils le jouent, comme vous dites, par jeu, mais c'est un jeu parfaitement tactique et qui, à mon avis, ne mènera pas bien loin. Analisa. Il y a une troisième partie à ce conflit, c'est Israël. Israël qui a été obligé d'accepter le cessez-le-feu au Liban alors que ça ne l'arrangeait pas vraiment et donc qui viole ce cessez-le-feu. Est-ce que la position de Benyamin Netanyahou est tenable ? Elle est tenable tant que les États-Unis ne protestent pas outre mesure, parce qu'ils protestent. Il y a des rappels à l'ordre. C'est le second en 10 jours de M. Trump qui dit qu'il ne faut plus bombarder le Liban Sud. Mais les Israéliens estiment que les deux dossiers sont découplés. Ce qui se passe au Liban Sud, au fond, c'est la construction d'une zone de sécurité et au-delà. Parce que Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le lundi 27 avril à Saint-Pétersbourg le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour discuter de la coopération bilatérale et de la situation au Moyen-Orient. Avant son arrivée à Saint-Pétersbourg, plus tôt dans la journée, M. Araghchi a indiqué que les discussions avec la partie russe porteraient notamment sur les développements régionaux autour de la guerre américano-israélienne avec l'Iran. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Comme vous l'avez également noté, le monde a désormais pris conscience de la véritable puissance de l'Iran face à la plus grande, l'armée américaine, et a vu et compris clairement que la République islamique d'Iran est un pays stable, résilient et doté d'une grande puissance qui s'appuie sur son propre peuple. De plus, il a été démontré que la République islamique d'Iran a des amis comme la Russie, qui se tiennent aux côtés de l'Iran dans les moments difficiles et le soutiennent. Nous apprécions grandement vos positions et votre soutien. Monsieur Araghchi a imputé la lenteur des progrès diplomatiques aux habitudes destructrices des États-Unis. Il a déclaré que l'Iran prendra une décision appropriée en se basant sur son expérience passée, faisant référence aux attaques américaines et israéliennes lors des négociations précédentes. Le président Poutine a déclaré que la Russie était prête à apporter son aide pour mettre fin à la guerre. Selon certaines informations, M. Poutine aurait reçu un message du guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Le monde reste suspendu à la situation chaotique dans le détroit d'Ormuz. Le flou demeure sur la tenue de nouveaux pourparlers entre Washington et Téhéran. Dans le même temps, la vie semble avoir repris son cours en Iran depuis le cessez-le-feu. La société est même en pleine mutation, un processus amorcé depuis plusieurs mois et accentué avec la guerre ces dernières semaines. Un reportage à Téhéran du correspondant de France 24 et RFI, Favios Ghazi, avec le récit d'Alice Borga et sur France 24 dans ce grand journal. Nous ne sommes ni à New York ni à Amsterdam, mais bien à Téhéran, au Rose Star Café Bakery. Un café-librairie ultra-moderne dans le nord de la ville, ouvert il y a seulement 6 mois, qui ne désemplit pas ces derniers jours. Des images loin de ce qu'on pourrait imaginer dans un pays récemment frappé par la guerre. Les quartiers de la capitale ont retrouvé leur animation. Les habitants sont de sortie, notamment la jeunesse branchée, mais aussi les classes moyennes qui se pressent dans les cafés. Avant, nous avions peut-être 10 ou 15 clients dans toute la journée. Mais une semaine avant le cessez-le-feu, les gens sont revenus et la vie normale a repris. Un soulagement pour la propriétaire, car ces derniers mois, l'activité a été fortement impactée par la répression puis par les bombardements israélo-américains. J'ai fait l'expérience de 3 guerres depuis que je suis ici. Tout d'abord pendant la guerre de 12 jours en juin 2025, lorsque j'étais en train de refaire la déco du café. Tout s'est arrêté, personne ne venait travailler. Ensuite, nous avons vécu les événements du 8 et 9 janvier. Et cette fois, le 28 février, avec le début de la guerre, nous avons dû fermer 3 jours. Et on a rouvert parce que le personnel voulait travailler.
Après de longues semaines cloîtrés chez eux ou à fuir la ville, les habitants qui en ont les moyens profitent de ces retrouvailles devant un café. Une tendance en plein boom en Iran, où des milliers d'établissements ont ouvert ces dernières années. Les Iraniens réinvestissent l'espace public, et notamment les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à oser sortir tête nue, vêtues à l'occidental. Des choix vestimentaires encore impensables il y a quelques mois et que certaines assument volontiers face caméra. Pour mettre le voile de côté et pour arriver à ce que nous voulons, nous avons payé le prix fort. C'est un grand acquis que nous avons pu conquérir et nous allons défendre cette conquête avec nos griffes et nos dents et nous ne lâcherons pas. Le port du voile reste pourtant obligatoire pour les femmes sous la République islamique, qui avait réprimé en 2022 le mouvement de contestation après la mort de Mahsa Amini. Cet abandon progressif du foulard n'a pour l'heure pas entraîné de réaction. Sur certains points, les autorités ont même lâché du lest. Elles ont par exemple autorisé depuis février les femmes à conduire des motos, une pratique qui leur était auparavant interdite. Autre nouveauté, la politique est ouvertement discutée dans les médias et certains centres culturels. Comme ici, où depuis mi-avril, des soirées de débat sont organisées chaque soir pour évoquer la situation du pays dans le contexte de guerre au Moyen-Orient. Et selon le directeur du centre, toutes les opinions ont leur place. Nous invitons différents artistes et intellectuels pour parler et dialoguer. Nous avons pu entendre les différentes voix de la société. Nous avons accueilli des gens partisans des groupes de l'axe de la résistance, des partisans du pouvoir ou des opposants. Ils ont pu s'asseoir face à face pour dialoguer ensemble. De tels échanges existaient déjà en ligne, mais leur tenue devant un public est rare. Des rencontres bienvenues pour Asfaneh, qui revient chaque soir suivre les débats. Cela nous aide à avoir une meilleure compréhension de tout ce qu'on a vécu, en particulier pendant la guerre. On partage nos craintes et nos espoirs, et cela nous aide à retrouver plus de calme intérieur. Ensuite, je pense que le monde d'aujourd'hui doit être un monde de patience, de résistance, de modération et de dialogue. Cela nous donne plus d'espoir pour l'avenir. Mais en parallèle, le pouvoir multiplie les arrestations d'individus accusés de liens avec l'ennemi, notamment ceux qui envoient des vidéos aux chaînes d'opposition en persan qui émettent via satellite. Une dizaine de personnes arrêtées pendant le mouvement de contestation en janvier et condamnées pour espionnage ou pour action armée contre les forces de l'ordre ont même été pendues. Nous irons dans les États du Sahel depuis 2020. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger traversent une période de profonde instabilité politique, marquée par une série de coups d'État militaires nés de la frustration populaire face à l'incapacité des gouvernements à endiguer la menace djihadiste. Malgré la situation antérieure complexe et les défis sécuritaires persistants, notamment face aux groupes armés Jenin et État islamique, province du Sahel, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel affichent une volonté commune conjuguer leurs efforts pour éradiquer le terrorisme de la région et reprendre en main leur souveraineté. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Entre 2020 et 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont connu des coups d'État militaires. Ceux-ci ont été principalement motivés par la colère suscitée par l'incapacité des forces au pouvoir à contenir les insurrections, alors même que des accords de sécurité avaient été conclus avec des pays occidentaux tels que la France et les États-Unis. En août 2020, l'armée malienne a organisé un coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un an plus tard, un deuxième coup d'État a eu lieu et le général Assimi Goïta a prêté serment en tant que président par intérim du Mali le 7 juin 2021. Les attaques coordonnées menées samedi par des insurgés interviennent plusieurs mois après que le groupe Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, lié à Al-Qaïda, a tenté d'imposer un blocus sur l'approvisionnement en carburant de Bamako, la capitale malienne, tentative que les autorités ont réussi à déjouer. On reconnaît également au gouvernement le mérite d'avoir mis en place des réformes positives tant dans le secteur minier que dans le secteur militaire. En 2022, le Burkina Faso voisin a connu 2 coups d'État en l'espace de 8 mois. Le capitaine Ibrahim Traoré a mené le 2e coup d'État, invoquant des raisons de sécurité. Le président par intérim, qui continue de bénéficier du soutien populaire, s'est lancé dans ce qu'il appelle une économie de guerre, visant à améliorer la situation économique, notamment par le biais de projets agricoles et de changements de politique étrangère.
Au Niger, un coup d'État survenu en 2023 portait le général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Son administration s'est attachée à transformer le pays sur les plans économiques, politiques et social. Le gouvernement affirme avoir pris des mesures pour affirmer la souveraineté nationale et diversifier l'économie en recherchant des partenaires dans des secteurs tels que le développement agricole. Cependant, ces trois pays restent confrontés à la menace de groupes terroristes tels que le groupe Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, qui exerce un contrôle étendu sur le nord et le centre du Mali ainsi que sur le Burkina Faso, tandis que l'État islamique province du Sahel, son rival, domine les zones frontalières entre le Mali et le Niger. Fort des progrès réalisés dans la lutte contre les attaques terroristes, les trois pays du Sahel s'engagent à continuer à travailler ensemble afin de stopper toutes les activités terroristes sur l'ensemble de leur territoire. L'Union africaine a fermement condamné les récentes attaques coordonnées qui ont frappé plusieurs localités du Mali, dénonçant des actes lâches et barbares visant à déstabiliser davantage un pays déjà fragilisé par des années d'insécurité. Dans un communiqué officiel, l'organisation panafricaine a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification des violences perpétrées par des groupes armés dans différentes régions maliennes. Elle a également adressé ses condoléances aux familles des victimes et réaffirmé son soutien indéfectible au peuple malien ainsi qu'aux autorités de transition. Le récit est signé Africa 24 dans ce grand journal. Dans une déclaration, l'Union africaine condamne des actes susceptibles de constituer de graves menaces pour les civils et exprime une vive inquiétude au sujet de ces offensives attribuées à des groupes armés terroristes à la suite des attaques coordonnées contre Bamako et certaines villes stratégiques du Mali le 25 avril. L'organisation continentale réaffirme son engagement sans relâche pour la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. La riposte de l'armée malienne a permis dimanche 26 avril de neutraliser une colonne de terroristes. La riposte très professionnelle des FAMA a permis de mettre en déroute l'ennemi et cette riposte vraiment était à la hauteur des menaces, des attaques qui ont été des attaques qui ont été commanditées par les terroristes. Environ sur l'ensemble de toutes les attaques qui ont été faites, on a un peu plus de 200 terroristes qui ont été neutralisés. Ça, c'est sans compter peut-être les recherches continuent à présent et plusieurs équipements militaires qui ont été aussi récupérés. La situation sécuritaire s'est fortement détériorée au Mali, suscitant une vive préoccupation. Des attaques coordonnées de grande ampleur ont visé plusieurs localités stratégiques, notamment Gao, Kidal, Sévaré, tandis que des explosions ont également été entendues jusque dans la capitale, à Bamako, en particulier dans la zone de Kati. Les forces armées affirment avoir repris le contrôle de la situation. Par ailleurs, selon les sources officielles, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, ainsi qu'une partie de sa famille auraient péri lors de ces attaques. À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien saluent la promptitude de l'engagement des forces armées et de sécurité. Cette nouvelle flambée de violence au Mali s'inscrit dans une crise sécuritaire qui dure depuis 2012 et qui n'en finit pas de fragiliser le pays. Au fil des années, plusieurs groupes armés, notamment des mouvements djihadistes et rebelles comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda au Sahel ou encore le Front de libération de l'Azawad, ont renforcé leur présence et multiplié les attaques dans différentes régions. Fin 2024 et début 2025, on estime entre 378 000 et 402 000 le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Mali, dont la grande majorité a fui les violences. Nous restons toujours au Mali. Le général Sadio Kamara est homme de terrain tombé au Mali. Hommage à un homme de terrain qui n'a jamais reculé devant le danger. Figure marquante des forces armées maliennes, Sadio Kamara incarne pour ses partisans l'image d'un officier déterminé forgé dans les réalités du terrain. Les défis sécuritaires complexes du Sahel, son parcours étroitement lié à l'histoire récente du Mali, reflète une époque où l'engagement militaire se confond avec la lutte pour la stabilité nationale. Le récit est signé BF1 dans ce grand journal.
Le roi Charles III et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés aux États-Unis pour un voyage de 4 jours, après avoir atterri à la base militaire d'Anjou, où s'est déroulée une brève cérémonie. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans le sud du Liban. Elle affirme aussi avoir étendu... On s'excuse, nous sommes trompés de bande sonore. Dans ce grand journal, nous irons aux États-Unis. Le roi Charles III, accueilli à la Maison-Blanche à l'occasion d'une visite d'État de 4 jours. La visite d'État pour marquer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis intervient dans un contexte de tension dans les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis, à la suite des critiques répétées de Trump à l'encontre de Keir Starmer au sujet de la guerre contre l'Iran. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Le roi Charles III et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés aux États-Unis pour un voyage de 4 jours, après avoir atterri à la base militaire d'Anjou, où s'est déroulée une brève cérémonie d'accueil. Charles et Camilla se sont rendus à la Maison-Blanche, où ils ont été accueillis par Donald Trump et son épouse Melania. Le programme de la semaine comprend un discours devant le Congrès mardi, un dîner d'État à la Maison-Blanche et une escale à New York mercredi, avec une visite du mémorial du 11 septembre avant un départ jeudi pour les Bermudes. Le discours du roi Charles devant le Congrès devrait souligner qu'en ces temps de grands défis internationaux, il est plus nécessaire que jamais de s'unir pour défendre les valeurs démocratiques, a déclaré une source du palais de Buckingham. Le roi déclarera que malgré les désaccords actuels entre les États-Unis et le Royaume-Uni, à maintes reprises, nos deux pays ont toujours trouvé le moyen de s'entendre. Cette visite d'État, de loin la plus médiatisée et la plus importante du règne de Charles, marque le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la domination britannique et constitue la première visite d'un monarque britannique dans ce pays depuis 2007. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas depuis le studio de Swag Radio de la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, mardi 28 avril 2026. Deuxième numéro de ce grand journal pour cette semaine. Swag Radio on air avec du style. Alexa Open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Pour rester bien informé, c'est P-News Info, Saka sur Info à l'invitation de la lumière, sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street Everett. Brothers Café Créole, delicioso, et cuisine de A à Z. Nous irons cette fois-ci au Liban. La situation des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi 4 personnes et fait 51 blessés alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé la persistance de la menace du Hezbollah. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans le sud du Liban. Elle affirme aussi avoir étendu ses frappes plus à l'est, dans la vallée de la Beka, visant des infrastructures du Hezbollah, ce qui a obligé ces Libanais à revenir à Beyrouth après avoir tenté de rentrer chez eux plus au sud. Vendredi, on nous a dit que le sud était calme, alors nous y sommes allés. Nous avons travaillé samedi et dimanche. Mais ensuite, on nous a dit qu'Israël émettait des avertissements, alors nous sommes partis. Nous ne savions pas où aller, donc nous sommes venus ici parce que c'est sûr. Pour justifier ces nouvelles frappes, Benjamin Netanyahou invoque la menace du Hezbollah. Selon lui, la milice chiite détient encore 10% des missiles qu'elle possédait au début de la guerre. Au Liban, d'importants progrès ont été réalisés. L'élimination des batteries de roquettes qui menaçaient l'ensemble d'Israël, la création d'une zone de sécurité qui empêche toute invasion du nord du pays et qui désormais empêche également le tir de missiles anti-chars directs, mais nous permet aussi de changer la donne au Liban. Nous menons actuellement des opérations offensives tant dans la zone de sécurité qu'au nord de celle-ci, ainsi qu'au nord du Litani. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir attaqué un char israélien avec un drone dans le sud du Liban. L'armée israélienne a confirmé qu'il n'y a pas eu de victimes. Ce lundi, le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, s'en est pris directement aux dirigeants libanais pour les discussions en cours avec Israël. Les autorités se sont précipitées pour faire des concessions gratuites et humiliantes, totalement inutiles, qu'elles justifient uniquement par leur soumission inconditionnelle, même pour la plus petite concession.
Le président libanais Joseph Aoun lui a directement répondu dans la foulée. Ceux qui nous ont entraînés dans la guerre au Liban nous demandent maintenant des comptes pour avoir décidé de négocier. Ce que nous faisons n'est pas une trahison. La trahison est plutôt commise par ceux qui entraînent le pays dans une guerre au profit d'intérêts étrangers. Au terme de l'accord de cessez-le-feu rendu public par le département d'État américain, Israël affirme se réserver le droit de prendre à tout moment les mesures nécessaires en légitime défense contre des... Nous irons en Haïti, tension extrême au commissariat de Delma. Une situation de vive tension a éclaté le lundi 27 avril au commissariat de Delma. À Delma, des coups de feu nourris ont été entendus pendant plusieurs minutes, provoquant la panique parmi les riverains. Selon les informations préliminaires, des policiers auraient ouvert le feu en grand nombre de cartouches dans l'assiette et aux abords du commissariat. Cet épisode de violence serait lié à l'arrestation controversée de 4 agents de la police nationale d'Haïti. Une situation qui suscite de fortes tensions au sein même des forces de l'ordre. Écoutons les détails dans ce grand journal. Si son message est pour aussi, là on va nous aller sur la job, nous respecter, c'est bien foutu. Est-ce que soit là pour gagner, nous respectons le pas du chauffeur, nous faisons que c'est pas. Arrête de mettre sur la job. Respectez la job. Ça y va qui garder, ça sorti le système. Voilà, M. Fidèle, Internet de Tribunal à Caillou présent au niveau de Delma pour lundi. Nous resterons toujours en Haïti. Magali habitant Victor Profane et Léonore Desvaillants ont été comparus devant un juge lundi 27 avril 2026 dans un contexte marqué par une insécurité persistante et une montée en puissance des groupes armés. Magali habitant et Profane et Léonore Desvaillants ont récemment pris la parole devant le juge pour répondre à des questions sensibles et à l'implication des gangs. Intervention qui n'a pas manqué de susciter de vives réactions au sein de l'opinion publique. Écoutons les détails dans ce grand journal. À la veille de CPJ, et c'est jeudi, il peut s'y arriver devant la cour d'appel pour nous capables exactement, avec tout état de Babo, pour ça de l'appel. Dis-nous, qui ça qui sortit dans le cadre d'audition qui t'a fait là? Normalement, nous, pour qu'on ait phase, c'est avocat, nous lions à là, nous lions la cour avec demande et nous te fait appel contre l'ordonnance du premier juge. C'est dans phase ça nous. Alors, je vais on parle de lever le client là. Alors que selon la police, ils ont arrêté le client là parce que des connivences avec de. Même mon frère, okay. Chacun de nous là, non parler d'arrêter, c'est une procédure. La loi ordonnée, ni la police, ni moi-même en tant que citoyen, ni le commissaire du gouvernement, ni les juges de paix, ils ont arrêté simplement en cas de flagrant délit. Si pas de flagrance, il faut seulement autoriser à arrêter les juges d'instruction. C'est ça m'apprendre, c'est ça me connaître, c'est ça le dire. Si vous arrêtez dehors de la loi, pas de question d'arrestation. Il y a tout l'autre bagage sauf arrestation. Mais normalement, c'est un bon début. Nous déjà là pour à la 8e. Et puis nous avons tourné là pour nous voir comment nous sommes capables de jouer une liberté pour les gens qui souffrent dans la prison et qui sont malades.
Madame Magali, comment ça t'est allé? Tu vas en forme? Oui, on va vous libérer quand même. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 28 avril 2026. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Le maximum atteindra environ 50 degrés Fahrenheit en début d'après-midi, tandis que le minimum nocturne descendra à 43 degrés Fahrenheit. Pour ce aujourd'hui, le ciel restera nuageux toute la journée, bien que les averses légères soient possibles. 10% de chance, le temps devrait rester majoritairement sec. Une brise modérée soufflera du nord-est pour ce aujourd'hui. À raison de l'humidité, c'est 66% et du vent, la température ressentie sera légèrement plus fraîche autour de 46 degrés Fahrenheit dans l'après-midi. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, du Bullet Studio, Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, on air avec du style. Alexa Open, Swag Radio, écoutez-nous 24 heures sur 24. Oui, pour rester bien informé, c'est P-News, les infos sans cassure, sans bavure, et la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos, sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite à Brothers Café Créole, au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Joyeux mardi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.